Voilà, désolé pour ce petit loupé au démarrage. Et de votre côté, ben, vous ne pouvez pas parler, vos micros sont coupés comme on le fait d'habitude, pour éviter que les bruits de fond viennent perturber la discussion. Et donc, on va utiliser le chat. Et je vous encourage dès maintenant dans le chat à nous indiquer les pays desquels vous nous appelez. Ça va nous permettre un peu de voir d'où vous êtes. Et un enregistrement est en cours de cette conférence. Donc, si vous le souhaitez, changez votre nom pour que ça reste totalement privé et qu'on ne voit pas votre nom dans les replays qui seront diffusés. Je vais juste prendre 2 minutes d'introduction avant de laisser la parole à Antoine et William qui sont là pour nous parler de l'investissement dans l'immobilier de rendement en 2024. Juste quelques slides pour, d'une part, vous rappeler un peu ce que c'est Imoneos et pourquoi on a lancé Imoneos avec David, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. Mais on s'est rendu compte, en étant tous les deux expatriés, qu'il y avait un vrai besoin des expatriés qui voulaient investir en immobilier en France, mais avec de l'information transparente, des réponses personnalisées aux questions qu'on peut se poser et des solutions pour un service en direct sans frais additionnels. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire avec Imoneos en partageant du contenu indépendant que vous retrouvez sur le site web Imoneos au niveau de l'Académie Imoneos où on l'a rangé et un peu sous format blog. Un forum qui est fortement modéré, qui vous permet de poser des questions sur votre cas personnel, avoir des avis de personnes qui sont posées les mêmes questions, qui ont apporté leurs propres réponses. Donc après, c'est à vous d'apporter votre propre réponse, mais vous allez avoir des réponses personnalisées par rapport à votre cas que vous voulez exposer et partager aux autres. Et on a identifié un certain nombre de partenaires, une cinquantaine aujourd'hui, des partenaires de confiance qui ont tous été recommandés par d'autres membres au préalable et avec qui on vous met en relation, effectivement, sans aucun coût additionnel. Voilà. Et le résultat, donc, on est toujours aussi fiers, c'est d'être toujours en 5 sur 5 en étoile sur Google avec plus d'une centaine d'avis. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je vous partagerai en chat le lien pour que vous-même vous puissiez aider la communauté à grandir et en mettant un avis sur Google. On nous pose très souvent la question, et donc je reviens à chaque fois sur les ventes flash qu'on vous pousse par email régulièrement. Et cette idée est venue un peu d'une part d'une de mes expériences personnelles quand j'ai voulu investir et j'hésitais de commencer avec un chasseur et qui à ce moment-là m'a poussé une offre que lui il avait et que j'ai acheté tout de suite. Et je me suis dit, ben voilà, que parfois pour prendre une décision, au lieu, on a une difficulté à définir son projet exactement comme on veut le faire. Et quand on voit une annonce qui correspond à un type d'investissement qu'on souhaite faire, eh bien, on sait saisir l'opportunité. Et c'est exactement ce qu'on demande aux différents partenaires avec lesquels on travaille, c'est que d'identifier les opportunités potentielles qu'ils détectent à travers leur réseau local pour un investissement locatif, qui remplit donc les critères d'un investissement locatif en termes de prix, de DPE, de potentiel de location, d'environnement et de rendement et de le mettre off-market pendant quelques jours, de le proposer à la communauté et donc de devenir l'interlocuteur unique pour pouvoir acheter en quelques jours totalement à distance un bien qui représente une opportunité. Cette opportunité ayant pour but d'être une opportunité qui représente ce qui se fait sur le marché. On ne cherche pas des coups de fusil avec ce qu'on peut avoir qu'une fois et avec beaucoup de, on va dire, de headaches et de complications. On cherche à trouver des biens qui représentent ce qu'on trouve sur le marché. Et si vous voulez investir sur ce marché, c'est ce type de biens que vous allez trouver. Voilà. Donc, ça continue à rencontrer un franc succès et on continue à travailler avec les partenaires, à être toujours aussi exigeant dans le filtrage en amont, non pas pour les embêter, mais pour éviter de vous spammer et vraiment se focaliser sur ce qui représente une opportunité d'investissement. Voilà, la communauté continue à grandir. Encore merci pour votre aide et votre confiance. Continuez à inviter vos amis. Hein, vos amis sont les bienvenus dans la communauté et vous voyez à droite tous les pays d'où viennent les membres actuellement, donc 80 pays à travers le monde, mais quand même certains pays qui sont fortement représentés simplement liés à la taille, on va dire, de la population française dans ces différents pays et on va dire l'âge et la volonté d'investir, donc les États-Unis, Singapour, la Suisse, Dubaï, le Canada, le Royaume-Uni, l'Allemagne, Hong Kong. Il y a aussi beaucoup les Pays-Bas qui grandissent. Je ne sais pas si de plus en plus de Français qui vont aux Pays-Bas, mais c'est intéressant de voir ça. Voilà, c'était une introduction très rapide. L'objectif est de passer la main à William et Antoine, que je remercie pour leur confiance depuis 4 ans et d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous préparer une présentation de 30 minutes où ils vont nous partager donc, ce que eux ils appellent l'immobilier de rendement, donc comment on calcule son rendement
et comment on dégage un cash flow positif. Et qui derrière, comme on leur a demandé, c'est d'illustrer avec des exemples concrets dans les villes dans lesquelles ils opèrent, qui sont Mulhouse, Lille, Marseille et Montpellier. Vous aurez des chiffres concrets à nous présenter. Voilà, l'objectif tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je les regrouperai à la fin pour leur poser, pour véritablement répondre à la fin de la journée à toutes les questions que vous avez. Voilà, Antoine et William, c'est à vous. Merci Rémi, je te laisse prendre le relais Oui, sur l'acceptation des absolument. personnes qui arrivent, ça arrive à nouveau. Merci beaucoup Rémi. Bonjour à tous. Comme l'a introduit Rémi, ça fait déjà 4 ans qu'on est partenaire et recommandé par la communauté Imoneos. Donc, merci à tous pour votre confiance. Expat Imo est né de l'immobilier de rendement. Je suis moi-même expatrié depuis 10 ans. Antoine a été également expatrié pendant une dizaine d'années. J'ai commencé à titre personnel par l'immobilier de rendement en investissant en France et en utilisant l'effet de levier, le crédit bancaire en France, qui fait partie des conditions bancaires assez uniques au monde et sur lesquelles il faut en profiter. Avant de rentrer dans les chiffres précisément, et n'hésitez pas aussi à poser des questions au fur et à mesure, je voulais vous faire un point sur le marché actuel, parce qu'on entend un peu beaucoup de sons de cloche et beaucoup de... Ma vision, c'est qu'on est retourné, et je pense qu'on partage un peu cette vision avec Rémi notamment, on est retombé simplement sur des conditions normales de marché. C'est-à-dire qu'en termes de nombre de transactions, on est à peu près au même niveau que 2018-2019. Et les taux se stabilisent en ce moment entre 3,5 et 4%. Ça vaut pour des résidents fiscaux français comme des résidents à l'étranger. Donc nous, ce qu'on a vu, on voit parfois des baisses de prix dans certaines villes. La baisse, pour moi, était largement consommée déjà dans les grandes villes. Maintenant, on parle de baisse de moins d'1 ou 2% selon les villes, comme Bordeaux, Lyon, Paris, qui continuent un petit peu à baisser. Bon, sur une échelle de 20-40 ans, c'est très marginal. On voit des villes qui continuent à progresser, notamment le sud, comme Biarritz, Montpellier, Marseille ou encore Nice, qui sont des villes qui s'apprécient toujours de 2 ou 3% par an, même avec le contexte des taux aujourd'hui. On reste sur une offre qui est structurellement limitée en France. Donc, il n'y a pas assez de biens à acheter. Le système bancaire qui est ultra sécurisé pour les acheteurs, euh, la conséquence principale, c'est il peut pas y avoir de panic sales en vente comme on peut en avoir aux États-Unis, au UK. C'est-à-dire que les taux étant fixes sur 15-20 ans, il ne peut pas y avoir d'effet de ciseau sur le crédit immobilier. Donc les seules raisons de vendre, ce sont des divorces, ce sont des décès, ce sont des changements de vie importants. Mais il ne peut pas y avoir de raison de vente sur un contexte de marché en particulier. Donc c'est ce qui fait que la baisse reste très faible et surtout, il ne faut pas s'attendre à un panic sales, à un crack de l'immobilier, de par de l'offre qui reste structurellement inférieure à la demande, un système bancaire donc voilà, qui reste stable. Donc la situation actuelle, c'est que ça stagne, ça monte dans certaines villes, ça baisse un petit peu. Il y a en revanche de belles opportunités de négociation sur certains biens qui sont sur le marché depuis trop longtemps, etc. Nous, on le voit sur des villes comme Mulhouse, dont on va parler tout à l'heure, où on a des négociations à moins 50, moins 60 000 euros qui commencent à tomber, qu'on vient d'effectuer récemment le mois dernier. Donc des biens qui ont traîné depuis 6-9 mois et qui reviennent enfin à des prix convenables pour l'achat. Voilà un peu sur la situation. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. Avant qu'on passe avec Antoine sur la partie plus technique du calcul du cash flow et du rendement. Merci William. Ouais, je crois que pour les questions, enfin, tu nous dis Rémi, mais je crois on les abordera plutôt On à les la fait à la fin. fin. OK. On va tous aborder à la fin, comme ça permet de dérouler de votre côté. Ça marche. Alors ouais, on va parler aujourd'hui d'immobilier de rendement. Donc l'idée c'est pour commencer de bien définir les bases. Ça parlera peut-être à certains, mais je pense que c'est important de les rappeler, notamment ce que sont les rendements et ce qu'est le cash flow et l'autofinancement quand on parle d'un projet. Donc on va essayer de parler un petit peu de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'un projet? On va commencer par qu'est-ce qu'un projet autofinancé? Quand on cherche à avoir un projet autofinancé, donc a priori avec un rendement important, l'idée c'est que les loyers qui sont dégagés par l'acquisition qu'on va faire
permettent de couvrir l'emprunt. Donc l'emprunt, c'est la mensualité qu'on va rembourser à la banque chaque mois, donc qui inclut les intérêts et l'assurance. Mais pas seulement. L'idée, c'est aussi de rembourser les charges d'exploitation qui sont liées au bien. Alors les charges, qu'est-ce que ça va être? Elles ne sont pas négligeables. Ça va être la taxe foncière, ça va être l'assurance habitation du bien, hein. Là, ça va être la gestion locative si vous faites gérer votre bien par une agence. Ça va être un comptable si vous souhaitez optimiser fiscalement l'exploitation. Il vaut mieux passer par un comptable qui a un coût. Les charges de copro si c'est un appartement, ou les charges d'entretien de l'immeuble si vous détenez un immeuble. Voilà. Donc toutes ces charges-là ne sont pas négligeables. Et on parle vraiment de projets autofinancés lorsque le loyer arrive à couvrir les mensualités de prêt et l'ensemble de ses charges. Voilà, donc c'est à ce moment-là qu'on parle d'autofinancement ou de cash flow neutre. Dans un deuxième scénario, à emprunt égal, là vous voyez un montant d'emprunt égal, si on parvient à avoir des loyers qui sont supérieurs, donc a priori avec un rendement qui sera plus important, on va avoir des loyers qui vont permettre à la fois de couvrir l'emprunt, les charges que je viens de détailler, et de dégager un peu de trésorerie supplémentaire, donc qu'on appelle le cash flow, tout simplement. Voilà, là, on va parler d'un projet qui va plutôt dégager du cash flow positif. Donc là, dans ce scénario-là, ce serait plutôt sur un montant d'investissement égal, un rendement qui serait plus important. Donc voilà, pour vous donner une idée rapidement, on va reparler rendement après, mais l'idée, c'est que quand on arrive sur des investissements qui ont des rendements bruts de l'ordre de 7 à 8%, on est généralement autofinancé dans les conditions actuelles d'emprunt. Et on va être sur des projets cash flow positifs au-delà, voilà, 8%, 8,5%, 9%, on va pouvoir dégager du cash flow positif. J'apporte un petit complément par rapport à ça qui est important à prendre en compte, qui n'est pas forcément toujours bien compris. Le cash flow, comme vous l'avez vu dans la slide d'avant, il dépend aussi en partie de l'emprunt qu'on va générer et donc de l'apport qu'on va mettre sur le projet. C'est d'autant plus important pour vous en tant qu'expatrié, puisque l'apport qu'on va vous demander est souvent généralement un petit peu plus important qu'un résident fiscal. Et ça va avoir du poids aussi forcément dans l'emprunt que vous allez générer, et du coup le cash flow qui va être dégagé derrière. Alors, je vous donne un exemple pour que ce soit un petit peu plus concret. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un investissement de 250 000 euros, tout compris, hein, tout frais compris, travaux, frais de notaire, etc. On part sur un rendement de 8,4%, donc qui est plutôt un rendement correct. Donc on a des loyers de l'ordre de 21 000 euros. Et je suis parti, vous voyez, sur un emprunt de 200 000 euros. Donc ça veut dire qu'on a un apport de 50 000. Voilà, sur un achat de 150, on emprunte 200, on a un apport de 50 000, qui correspond à peu près à 20% d'apport du montant total. Donc c'est a priori le minimum que ce que va vous demander un courtier ou une banque aujourd'hui pour investir en tant qu'expatrié. Donc la charge de l'emprunt correspond à 15 000 euros que vous avez à rembourser, assurance et intérêt compris. Et les charges sur ce type d'acquisition seraient d'environ 6 000 euros. Donc voilà, donc là on a un projet autofinancé avec 50 000 euros d'apport, 20% d'apport sur un rendement à peu près à 8%. Si vous jouez un petit peu sur l'apport que vous allez mettre dans ce projet, forcément, ça va changer un peu les paramètres de votre rentabilité, de votre cash flow. Donc là, je suis parti sur un scénario 2 où au lieu d'emprunter 200 000 euros, vous allez emprunter 170. Donc mettre 30 000 euros de plus d'apport, hein, vous montez à 80 000 euros d'apport au lieu de 50 000, avec les mêmes conditions, hein. Donc vous voyez que votre charge d'emprunt forcément est plus faible. Au lieu d'avoir 15 000 euros d'emprunt par an, vous avez 12 500 euros à loyer équivalent, à charge équivalente, ce qui permet de ce fait de dégager un cash flow positif de 2 500 euros par an. Voilà. Donc ça, c'est important. Ça peut paraître clair pour certains d'entre vous, mais c'est important de le notifier. En fait, en fonction de l'apport ça va beaucoup jouer sur votre stratégie, et en fonction de l'apport que vous souhaitez mettre sur un projet donné, vous allez pouvoir moduler effectivement le besoin de trésorerie ou l'objectif d'autofinancement, ou à l'inverse, le fait de dégager un petit peu de cash flow positif. Ça va vous permettre de moduler un peu ça en fonction de l'emprunt que vous allez demander à la banque. Voilà. Donc,
voilà un petit peu les deux façons, on va dire, de gérer un peu ce financement. Soit vous allez chercher plus de loyer, plus de rendement pour pouvoir couvrir plus que vos charges et votre emprunt, soit vous allez jouer un petit peu avec l'apport pour réduire la partie emprunt à montant égal pour dégager du cash flow. N'hésitez pas si vous avez des questions, on y reviendra par la suite, on pourra revenir sur ces slides s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si je vais un peu vite. Dernière partie, on va dire définition, juste pour qu'on soit bien sur les mêmes bases, et c'est des questions qui reviennent souvent, comment est-ce qu'on calcule le rendement brut, net et net-net? Alors, je suis parti sur le même scénario avec un exemple hein, pour que ce soit concret, d'investissement à 250 000 euros tout compris, et de loyer encaissé de 20 000 euros annuels. Donc, le rendement brut, il est assez simple. C'est le ratio des loyers encaissés sur l'investissement total. Voilà, donc là, comme je le disais avant, ça donne un rendement de 8,4%. Donc, c'est important de prendre en compte tous les frais d'investissement. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Expatimo quand on propose des business plans à nos clients. Donc, il y a le prix d'achat, il y a les travaux, il y a les meubles éventuellement, il y a les frais de notaire, il y a nos honoraires, les honoraires d'un chasseur avec qui vous passerez, éventuellement les frais de courtage ou les frais de bancaires. Voilà, c'est important de prendre l'ensemble de ces montants-là. Et les loyers, alors nous, même dans le cadre du calcul de rendement brut, on ne part pas forcément sur 12 mois de loyer, mais plutôt sur 11 mois et demi, voire 11 mois, en fonction des projets, pour prendre en compte une certaine marge avec la vacance locative potentielle. Voilà, donc ça permet de sécuriser, avoir un rendement brut qui soit le plus maîtrisé possible. Pour calculer ensuite le rendement net, bah, il faut prendre en compte dans le calcul les charges d'exploitation, donc pas de l'emprunt, hein, vraiment les charges, donc je rappelle la taxe foncière, l'assurance, la gestion locative, etc., qu'on va débourser en fait hein, chaque année. Donc le calcul, il se fait en partant toujours des loyers, en déduisant ces 6 000 euros de charges et en divisant encore une fois par l'investissement total. Donc là, dans l'exemple que j'ai donné, on se retrouve sur un rendement net à 6%. En général, on a un décalage entre le rendement brut et le rendement net de 2 points. Bon, là, c'est un petit peu plus parce que j'ai voulu faire un exemple simple. Si on a des charges qui sont raisonnables sur un projet, en général, le décalage est à peu près de 2 points entre le brut et le net. Voilà ce qu'on peut avoir de manière standard. La dernière notion de rendement, c'est le rendement net-net. Donc là, on vient inclure l'impôt. Alors, j'en ai pas parlé avant, je vais expliquer pourquoi. Pour le calcul du rendement net-net, on vient ajouter l'impôt qu'on peut payer sur les revenus locatifs. On vient le déduire du coup hein, des loyers et des charges pour, encore une fois, faire le ratio sur le montant d'investissement. Donc là, dans cet exemple, avec 1 500 euros d'impôt annuel, on aurait un rendement net-net de 5,4%. Alors voilà, pourquoi je ne l'ai pas mis dans le calcul du cash flow avant. Normalement, il faudrait l'intégrer. Hein. Mais en gros, si vous faites les choses bien d'un point de vue fiscal, de manière optimisée, que ce soit via du LMNP ou de la SCI à l'impôt sur les sociétés, vous allez normalement déduire, enfin, ne pas avoir d'imposition pendant les 10 premières années. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail, peut-être qu'on aura des questions là-dessus à la fin sur la fiscalité, parce que ça pourrait vraiment faire l'objet d'un webinaire à part entière. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que voilà, si les options fiscales sont bien définies au départ, on va avoir un rendement sur les 10 premières années, un rendement net-net qui va être équivalent au rendement net, puisqu'on ne va pas payer d'impôt au début de la détention. On passe aux villes. Allons-y. Donc, on parle d'immobilier de rendement. J'avais fait une conférence en 2020 avec Imoneos déjà à l'époque. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements en 2024? Comme en 2020, on est retourné un peu sur les situations de 2020. C'est-à-dire que entre 2021 et 2022, les prix ont monté. Maintenant, les prix ont légèrement corrigé, ce qui permet, notamment avec l'inflation des loyers qu'il y a eu dans chacune des villes, de pouvoir rattraper le rendement. Ils retrouvent les mêmes rendements qu'on pouvait avoir en 2020, c'est-à-dire des rendements entre 8 et 9% dans une ville comme Mulhouse. Mulhouse, on y est présent depuis le début d'Expatimo, donc depuis 4 ans. On a fait donc tous les points bleus que vous voyez, ce sont des projets qui ont été achetés par nos clients. Alors, il y en a plus, hein, il n'y a pas tout sur la carte, mais ça vous donne un peu une idée des quartiers. Mulhouse, c'est une ville qui est donc dans le sud de l'Alsace, située à 1h40 de Zurich, à 3h20 de Paris en TGV. Il y a un aéroport international.
Pour vous dire, il y a bientôt même un Dubaï-Mulhouse qui arrive au mois d'août, 4 fois par semaine. Et c'est une ville la plus jeune de France qui a attiré récemment, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, Microsoft pour un centre AI de 400 personnes et Bolloré, une usine de batterie nouvelle génération de 1500 employés. Donc bien sûr, ça entraîne aussi toute la construction de l'usine, les emplois générés et ensuite les emplois qui tournent autour de l'usine. Donc la gare centrale avec le TGV est ici. Il faut savoir que c'est une ancienne ville ouvrière qui est née à l'époque de Napoléon III et du canal Rhin-Rhône qui passe ici. Et donc toutes les industries, notamment de métal, se sont faites dans ce quartier-là à Mulhouse. Donc ça s'appelle les fonderies. Les quartiers de maître, des maisons de maître, donc avec les notables, étaient ici à l'époque, et c'est pour ça que vous voyez la ville qui a été construite un peu comme New York. J'adore comparer Mulhouse à New York, en carré. C'est parce que c'est toute la partie ouvrière de la ville qui a été construite à ce niveau-là pour pouvoir, à ce moment-là, pour pouvoir accueillir les ouvriers. Donc c'est une ville ensuite qui a un lourd passé industriel. Là, c'est la gare de fret aussi qui est très active. Et c'est pour ça que Bolloré s'est installé un peu plus au nord par là-bas. C'est une ville qui a perdu des habitants pendant une cinquantaine d'années après l'ère industrielle et qui renaît un petit peu de ses cendres depuis les années 90-2000. On le compare souvent au Manchester français. Donc voilà, après, c'est une situation géographique assez incroyable. On achète encore très bas à Mulhouse, entre 800 et 1500 euros du mètre carré selon les quartiers. Là, vous avez le centre-ville historique. Et nous, donc, vous voyez ici, dans le quartier de la cité administrative, on fait beaucoup de projets parce qu'on a un très bon ratio risque-rendement. C'est ce qu'on va chercher dans l'immobilier. On investit aussi parfois dans le centre-ville historique, un petit peu à la Fonderie, qui est un quartier maintenant assez bobo à Mulhouse, et dans le quartier des Nouveaux Bassins, qui est ici. Donc tout ça, ça nous amène principalement sur des immeubles de rapport. 80%, voire 90% des transactions que l'on fait à Mulhouse et des projets de recherche que l'on a à Mulhouse, ce sont sur des immeubles. Donc vous achetez un immeuble entier de 4 appartements sur lesquels on va faire des travaux et derrière la gestion locative. Donc là, avec Antoine, on vous présente à chaque fois de la même manière chacun des biens, chacun des exemples. Donc à Mulhouse, donc là c'est 2 immeubles. Un appartement, c'est des projets tout compris entre 80 000 et 150 000 euros à Mulhouse. Pour un immeuble, on commence à partir de 200 000 euros. On peut trouver des projets tout compris. Donc on a l'investissement total. Donc ce que vous disait Antoine, c'est que l'investissement total, il inclut également le prix des travaux. Il inclut les frais de notaire, etc. On a les loyers annuels qui sont eux aussi pondérés avec de la vacance locative. Le prix au mètre carré, le rendement brut, donc ce dont vous a parlé Antoine tout à l'heure, le loyer annuel divisé par l'investissement total. Donc voilà, on a plus de 8%. Le rendement net et ensuite le cash flow. Donc là, vous voyez, on arrive à trouver toujours. Là, c'est aux conditions rue des Alpes. On l'a trouvé la semaine dernière pour un client qui s'est positionné et tous ces chiffres sont actualisés au taux du jour de mémoire dans le système. C'est 3,8 en ce moment. Donc un taux moyen que trouvent nos clients. Donc ça permet d'avoir des projets qui sont autofinancés et voire même en cash flow positif qui vous permettent. Donc ça, c'est 3120, c'est un cash flow positif par an, pardon, et pas voilà, c'est par an. Donc ça ne permet pas d'en vivre, mais ça permet aussi de pouvoir anticiper des coups durs, un changement de chaudière ou ce genre de choses. Ça, c'est un deuxième. D'ailleurs, je crois que c'était une vente flash avec Imoneos, cet immeuble, qui était voilà, qui est en cours d'acquisition. Dans les 280 000, il y a au moins 70 000 euros de travaux. Donc, qui seront bien sûr amortis dans le business plan et qui vont prolonger l'amortissement et donc le fait de ne pas payer d'impôts. Et là, on trouve un rendement encore plus intéressant. Pour vous donner une idée où est-ce que c'est sur la carte, c'est dans ce quartier. Ces 2 immeubles, ils sont dans ce quartier ici. Donc voilà un petit peu des exemples pour Mulhouse. On va aller assez vite sur les villes parce que ça intéresse, un, pas tout le monde, et deux, vous pouvez poser d'autres questions derrière. Et Antoine va vous présenter maintenant toute la région nord qui fait partie des grandes métropoles françaises. Ouais, on va essayer d'aller rapidement, effectivement. Donc, Lille, ce qui est intéressant, c'est vraiment, enfin, la métropole lilloise, en tout cas, son emplacement stratégique au cœur de l'Europe. On est à 1 heure de Paris, 1 heure et demie, une petite heure et demie de Londres, d'Amsterdam, Bruxelles, proche de Bruxelles, et des premières villes en Allemagne, à Cologne. Donc, c'est ce qui génère beaucoup d'attractivité économique et beaucoup
beaucoup d'étudiants aussi. Donc c'est 1,2, la métropole, c'est la quatrième de France, 1,2 million d'habitants, pour un peu plus de 120 000 étudiants. Là, on a une vision un peu plus cartographique de la métropole et de la zone qui va nous intéresser en termes d'investissement. Donc, il y a la ville de Lille, qui s'étend à l'ouest sur l'Homme et à l'est sur Fives et Hélène, ce qui est important quand on parle d'immobilier de rendement, parce qu'on ne va pas faire du rendement dans l'île, qui est plus patrimonial, mais plutôt, voilà, plutôt en périphérie. Et surtout, on le voit au bout de la ligne rouge, là, qui est la ligne métro 2, la ligne 2 du métro et en transport, les villes de Roubaix et Tourcoing, qui sont deux villes de plus de 100 000 habitants. À Roubaix, il y a plus de 11 000 étudiants, donc c'est voilà, deux villes qui sont intéressantes d'un point de vue investissement, qui génèrent beaucoup d'étudiants et qui sont reliées directement à Lille, donc sur lesquelles il y a beaucoup d'attractivité. Donc voilà un petit peu comment c'est détaillé. Je fais un petit focus sur Lille après, très rapidement. Voilà, Lille, on a une grosse disparité de prix, hein, de 2 400 à 5 000 euros. Donc il y a des quartiers très sûrs dans lesquels bon, c'est un petit peu, on va faire moins de rendement, comme je disais, le centre, le Vieux-Lille, le Vauban, ça c'est des quartiers un peu plus cotés. Par contre, si on va viser des quartiers montants comme Moulins, qu'on aime bien, Fives à l'est, notamment Fives et LM et l'Homme, où on va pouvoir aller chercher un peu plus de rendement et éventuellement aussi des petits immeubles pour aller chercher des rendements autour de 7%, 7-8% pour avoir des projets autofinancés. Voilà. Une autre ville donc, qui va être privilégiée vraiment pour l'investissement de rendement, c'est la ville de Roubaix. Donc, encore une fois, 100 000 habitants, 11 000 étudiants. On a un prix moyen au mètre carré autour de 1 800 euros. Donc, c'est un petit peu plus élevé qu'à Mulhouse, mais les loyers suivent aussi derrière pour pouvoir avoir des rendements qui sont similaires. Les quartiers qu'on va privilégier, alors ils vont être assez limités à Roubaix. Il ne faut pas investir n'importe où à Roubaix. Ça va être principalement le centre-ville que vous voyez en vert et Barbieux, notamment en bleu au sud-ouest, qui est le quartier le plus bourgeois. C'est un petit peu plus cher, mais voilà, c'est très, très, très prisé. Il y a notamment l'EDEC qui a son campus, l'école de commerce, à côté du parc Barbieux et qui draine beaucoup, beaucoup d'étudiants. Les quartiers à éviter seront plutôt les quartiers périphériques qu'on voit ici en rouge, Epeul, Alma, Le Pile, Trois Ponts. Donc voilà, il faut bien cerner pas investir n'importe où à Roubaix pour bien réussir son investissement locatif, c'est très important. Donc deux exemples, un petit peu comme vous a présenté William, de biens qu'on a réalisés récemment avec nos clients. Donc vous voyez un petit investissement clé en main dans le quartier sud de Lille, à Lille-Moulin. On est sur un studio à 110 000 euros où on peut aller chercher voilà, entre 5 et 6% de rendement. Donc on n'est pas non plus sur un investissement patrimonial, mais plutôt intermédiaire qui peut être intéressant, hein, avec un prix à 3 500 euros du mètre carré. À droite, vous avez un exemple de projet qu'on a fait à Mulhouse, à Roubaix, pardon. Donc, même chose, hein, on est sur un investissement total de 250 000 euros à peu près pour 3 appartements, 1 300 euros du mètre carré, et on peut avoir des rendements supérieurs à 8% pour avoir un cash flow qui est assez confortable. Voilà un peu les typologies de biens, les biens types qu'on pourrait trouver dans ces deux villes-là. Si tu me permets, je rajoute un petit mot par rapport aux deux stratégies. Donc, si on est en plein cœur de l'île, on sera plus sur une stratégie patrimoniale et sinon de rendement. Nous, on n'oppose pas du tout ces deux stratégies. C'est qu'on a des clients qui préfèrent avoir un effort d'épargne ou mettre plus d'apport pour être à l'équilibre dans des quartiers qui sont plus sûrs et d'autres qui préfèrent aller chercher plus de risques dans les quartiers. Les risques associés, c'est souvent la vacance locative. Chaque pourcentage de rendement qui sont ajoutés, et ça vaut pour tous les investissements, pas uniquement pour l'immobilier, amène un risque associé. Donc le risque est payé par le rendement. C'est le principe de base de l'investissement. Donc quand vous voyez des rendements sur Internet à 15%, bah, les risques sont très élevés. Nous, on ne monte jamais au-delà de 9, 9,5. Parce qu'on part du principe que enfin, typiquement, on nous demande des rendements trop élevés ou dans des quartiers parfois aussi trop bien, c'est juste des choses qui sont impossibles à trouver, qui n'existent pas, sauf à acheter des appartements sans fenêtre, avec très peu de lumière, ce genre de choses. Donc voilà, je voulais mettre ça en perspective. C'est-à-dire qu'il y a différents types de stratégies qui existent, il ne faut pas les opposer les unes aux autres. Et il se trouve que nous, on a un marqueur fort sur le rendement, mais on sait également faire des choses qui sont moins rentables dans les quartiers plus premium,
Et dans toutes les villes, je ne les ai pas présentées, mais à Mulhouse, on a aussi des endroits où on ne va jamais, euh, voilà, comme à Roubaix, parce que on peut, et comme à Marseille, que je vais vous montrer tout à l'heure, parce qu'on n'a juste pas envie d'y aller. On a, pas envie de mettre nos équipes dans ces quartiers-là. On va certes aller chercher beaucoup de rendement, mais les risques associés sont beaucoup trop grands, en tout cas surtout quand on est expatrié et qu'on ne peut pas forcément gérer tous les risques à distance. Un petit aparté sur le rendement. Donc Marseille, très belle ville dans laquelle on est présente via le rachat d'une société il y a bientôt 2 ans. Euh, donc la gare Saint-Charles est ici. Voilà, donc encore une fois, tous les points bleus, c'est là où nos clients ont acheté. Et vous voyez, on achète énormément, on fait acheter énormément sur l'axe de la Joliette, ici, et jusque les hôpitaux de la Timode et de la Conception, qui sont les deux grands centres CHU de Marseille qui drainent beaucoup de monde. Donc on fait acheter régulièrement du studio aux 2 pièces, ça c'est ce qu'on fait le plus, mais on a aussi des exemples de colocation, notamment là ce point ici c'était une colocation, je vais vous montrer le business plan ensuite. À Marseille, c'est une ville qui a un bon équilibre risque-rendement, c'est-à-dire que la tension locative est excellente à Marseille, on arrive à louer, le plus gros coup c'était de changer un locataire un 24 décembre, donc c'est du jour, enfin le même jour on avait 2 loyers. On a une tension locative assez importante sur Marseille. Les loyers ont bien augmenté, ce qui fait que la ville continue toujours à augmenter en termes de prix à l'achat. Mais voilà, la tension locative en fait un très bon équilibre risque-rendement. On va le voir ensuite sur le business plan. Donc vous avez cet axe près du Vieux-Port. On essaie d'éviter Noailles, bien entendu. On a juste un seul client qui a acheté dedans. Pour ceux qui connaissent, c'est un quartier assez populaire. On évite ce côté-là du premier. Donc voilà, donc là c'est le quartier du Panier, là où a été filmé Plus belle la vie. Voilà. Et ensuite tout cet axe, c'est très sympa. Après les plus beaux quartiers, c'est ici, Vauban, le 8e, très bourgeois, donc de l'autre côté de la place Castellane. Malheureusement, les rendements sont pas forcément. Donc, c'est beaucoup plus patrimonial. Donc, on a moins de projets qui sont faits là-bas. Et, et le nouveau quartier, un peu comme les Batignolles à Paris, donc dans le 17e à Paris, c'est le quartier des Chartreux qui est ici, à côté du Palais Longchamp, qui est de plus en plus prisé par nos clients également. Donc, je vous ai mis 3 exemples. Donc, la première, c'est une colocation à Marseille, donc avec un projet tout compris à 310 000 euros, donc plus cher qu'un immeuble à Mulhouse, avec 3 chambres à l'intérieur. Et on arrive quasiment à l'autofinancement sur une moyenne de 10 ans. Donc, on a un peu moins de 6% de rentabilité. Et un duplex qui a été acquis également il y a un petit mois par l'un de nos clients, qui est boulevard Notre-Dame, donc près de la Joliette, près du Panier, pour ceux qui se souviennent de la carte. Là encore, un effort d'épargne un petit peu plus important, mais une tension locative qui va être excellente sur un bien assez prisé. Donc, il y a très peu de duplex sur Marseille. Et ensuite, le TDE à la Timone, j'ai envie de dire, c'est notre baguette de pain à Marseille, on en vend tous les jours. J'exagère, mais au moins toutes les semaines. Voilà, donc on vise toujours environ 6% de rendement, ce qui nous amène quasiment à l'autofinancement. Donc, on n'est jamais, ceux qui vendent de l'autofinancement à Marseille, ils vont plus dans les quartiers dans le 15e, la plus au nord. Nous, on n'y va pas. On pourra très bien aller chercher du 10, 12% là-haut. Mais voilà, nous, c'est pas là où on a envie d'aller. On préfère avoir une bonne tension locative avec des bons dossiers de locataires dans les bons quartiers de Marseille pour sortir des rendements qui sont tout à fait corrects avec une certaine sécurité sur le patrimoine d'abord et ensuite sur les locataires qu'on pourra mettre en place dedans. Ensuite, il y a Montpellier, une autre ville du Sud que l'on fait quasiment depuis le début chez Expatimo, où on fait beaucoup de colocations, puisque c'est la ville la plus étudiante de France en termes de ratio d'étudiants sur la population. Il y a plus de 25% d'étudiants à Montpellier. Et on fait investir, donc là, vous avez tout cet axe avec beaucoup d'écoles, mais il faut savoir qu'à Montpellier, il y a des écoles partout. Là, donc la gare principale est ici. Et donc là, il y a le centre-ville historique. Et ensuite, vous avez tout cet axe avec le CHU, là, que vous voyez en rose qui est très cher, pas très rentable. On a fait quelques projets dedans. Mais vous voyez, on a fait beaucoup de projets également dans ce type de quartier, donc à Alco notamment. Il y a Montpellier Business School qui est ici, il y a Supagro qui est par là également. Et ensuite, dans le quartier
de Masdevon, qui est également assez prisé pour les étudiants, parce que c'est proche des transports, c'est proche de la gare, et on trouve des bons rendements dans les alentours de entre 7 et 9% dans ce type de quartier en colocation. On garde une tension locative qui est assez importante à Montpellier, pas comme d'autres villes qui ont assez baissé en termes de loyer dans les colocations. Il y en a trop eu. Je prends l'exemple de Poitiers, sur laquelle on était présent, on ne l'est plus. Ou Toulouse également. Voilà, il y a une offre abondante de colocation. Le marché, on est très prudent sur Montpellier, mais semble pas encore saturé sur ce type de marché. Une colocation 3 chambres, typiquement, on arrive avec un léger cash flow positif. Sur un projet, typiquement, voilà, 210 000 euros tout compris, on arrive à faire des projets autofinancés en colocation sur Montpellier. Là encore, on prend une marge de sécurité avec une vacance locative qui est inclue déjà dans le business plan. Et après, on peut également faire des T2 en centre-ville. Celui-ci était juste en face de la gare Saint-Roch. Voilà, donc là, on a un effort d'épargne, mais on aura une tension locative qui sera également excellente. Donc voilà, ça, c'est des villes dans lesquelles on arrive à sortir de l'autofinancement, voire même du cash flow positif, comme vous l'a expliqué Antoine. Après, on est présent dans d'autres villes qui sont plus patrimoniales, comme Nice ou Paris, qui permettent d'avoir d'autres types d'investissements. Voilà, vous avez la carte de là où nous sommes présents, en France. Et voilà, un rapide mot. Donc, nous, on s'occupe de sourcer les biens, de faire du clé en main, c'est-à-dire qu'on a des équipes également de gestion de projets en interne et de chefs de chantier pour gérer les chantiers pour vous, pour gérer l'ameublement, la décoration. On a aussi une architecte d'intérieur en interne. La société compte environ une quinzaine de salariés, plus des partenaires exclusifs qui travaillent avec nous. On a fait plus de 230 projets maintenant clé en main pour nos clients, tous expatriés. On gère également toute la location locative avec une équipe en interne qui est dédiée à ça. On gère environ 250 lots aujourd'hui sur toute la France. Je vous propose de passer aux questions. Oui, merci beaucoup, William et Antoine. C'est très instructif, notamment avec le détail des villes et les exemples concrets que vous avez présentés. Je reprends dans un premier temps et n'hésitez pas à rajouter des questions dans le chat, sinon des questions qui ont été posées par les gens qui sont inscrits. Une première personne qui pose la question, si on monte une SCI pour faire son investissement, est-ce que les frais comptables rentrent dans déjà, est-ce que vous avez une idée des frais comptables à peu près que peut demander un expert comptable dans le cas d'une SCI? Et est-ce que ça rentre dans les charges définies pour le rendement net? Oui, ça doit rentrer. Euh, ouais, Vas-y, vas-y, vas-y vas-y. Antoine. Oui, effectivement, ça rentre. Ça rentre, c'est des charges déductibles et c'est des charges qu'on inclut dans le rendement net. L'idée du rendement net, c'est vraiment d'inclure toutes les charges qu'on va dépenser. Donc voilà, c'est d'être vraiment au plus proche de la réalité. Donc effectivement, celles-là sont incluses dedans. Et en termes de montant, en général, on peut commencer à trouver des comptables ou des outils de comptabilité en ligne à partir de 400-500 euros par an. Et des experts comptables, ça peut monter à 800, voilà, 700, 800 euros, voire plus. Ça dépend aussi du nombre de biens. Par exemple, si on n'a qu'un seul bien ou si on en a 5, 6, forcément, pour lui, ça va faire plus de choses à gérer, donc ça peut monter, quoi. D'accord. Mais 500 si on le fait tout seul en ligne, plutôt 700, 800 si on passe par un comptable. Peut-être que je vous C'est propose ça. d'arrêter de partager votre écran pour qu'on puisse voir en plein écran. L'autre question que l'on a eue qui était, est-ce qu'il est possible de faire des projets autant financiers en France depuis l'étranger avec un apport inférieur à 20%? Oui, ça va dépendre du risque que la personne prend en face. Mais sur nous, notre tolérance au risque, c'est compliqué. Sur D'accord. notre niveau de tolérance. Après, si cette personne investit sur le papier peut-être à 10-12%, elle y arrivera, mais donc elle prendra un risque sur la vacance locative qui est non négligeable et qui en tout cas qui sort de nos critères d'acceptabilité. D'accord. Donc vous visez plutôt des investissements où l'investisseur va apporter 20% d'apport et où on peut arriver à un cash flow positif. Ouais, c'est une bonne question. Tous les exemples qu'on a montrés, c'était avec 20% d'apport sur le projet total. Projet total, ça inclut les frais de notaire, etc. Donc c'est 20% d'apport donc tous les exemples qu'on a pu montrer, c'était basé sur ce calcul-là. D'accord. D'accord. C'est très clair. N'hésitez pas à poser vos questions voilà, il y a une question qui arrive là, de la part de Yann. Il dit qu'il est originaire de Paris, c'est la ville dans laquelle il souhaite investir, mais tu confirmes que il serait impossible d'avoir un projet autofinancé à Paris.
Bah, tu connais mieux Paris que moi, je crois, Rémi, mais non, je crois pas. Ouais. Sauf si à prendre des risques, j'imagine, dans le 20e. Ah Et non, encore, je suis non, même pas sûr. non. Euh, Intramuros, pareil, intramuros maintenant, effectivement. Pareil, c'est une ville patrimoniale, après, qui a ses avantages, un peu comme tu disais à Marseille. C'est-à-dire Exactement. que moi, j'ai pas mal d'appartements à Paris. J'ai une cinquantaine de dossiers de locataires en 48 heures. Et derrière, on fait vraiment son choix au niveau des cautions et autres. Une tension locative très forte et une grande liquidité. C'est-à-dire que le jour où vous voulez vendre votre bien, il y a une grande liquidité sur le marché. À partir du moment où vous êtes au prix du marché, voilà. Et dans ce cas-là, alors, question Diane, et ça peut être intéressant de vous poser la question. Euh, pour avoir un projet autofinancé dans toutes les villes que vous avez présentées, quels seraient un peu vos conseils, vos recommandations des villes à viser si vraiment l'autofinancement est vraiment le critère numéro un de Yann en l'occurrence? Déjà, une ville avec laquelle il était confortable d'investir, soit avec des attaches personnelles ou pas. Une ville qui a une certaine démographie, donc je dirais au moins 50 voire 100 000 habitants. Ne pas forcément aller dans des villes. Je prends l'exemple souvent de Toul à l'est de Nancy, parce que j'ai habité à Nancy, qui est une ville de 20 000 habitants. Sur le papier, il y a 12-15% de rentabilité, mais sauf que les trois grandes entreprises principales de la ville ont fait faillite il n'y a pas longtemps. Donc on peut s'attendre à une vacance locative assez importante. Donc bien d'étudier le marché local de la ville et régional pour pouvoir ensuite s'assurer que le cash flow positif soit vraiment que le risque en fait qui est pris soit correctement payé. C'est ça qui me semble le plus important. Après, il y a d'autres villes. Donc, nous, on a présenté des villes parce qu'on est présent, mais il y a d'autres villes dans lesquelles on peut faire du cash flow positif. Je prends l'exemple de Toulon, par exemple, du Mans. Probablement, je crois qu'au Mans, ça augmente de plus en plus également les prix, mais et il reste encore des villes dans lesquelles Brest, maintenant, c'est fini. Le Havre, c'est quasiment fini aussi pour faire du cash flow positif. Rennes, Nantes, faut même pas y compter. Bordeaux non plus. Lyon non plus. Donc voilà, il reste encore quelques villes dans lesquelles on arrive à faire du cash flow autofinancé ou positif sans prendre des risques inconsidérés. D'accord. Mais dans les exemples où vous opérez, j'ai compris qu'il y a Mulhouse, Roubaix, serait de villes où on peut trouver du cash flow positif ou c'est une bonne. Oui, Tourcoing, Montpellier, hein. Montpellier en colocation, on en trouvera également sur des projets à 200 000 euros tout compris. Et Marseille, non, on ne le vend pas comme étant autofinancé, on le vend Mhm. comme étant le meilleur risque-rendement. D'accord. C'est-à-dire il y a un léger effort d'épargne, mais en revanche, on a une tension locative, je dirais pas équivalente à Paris, mais honnêtement, on a beaucoup Quand tu as Mhm. 50 dossiers en 48 heures, à Marseille, on en a une bonne quinzaine quand même. D'accord. Et des dossiers corrects. Mhm. Et c'est une question qui est intéressante. Est-ce que, avec votre expérience, je parlais de 250, 200, enfin en tout cas plus de 200 opérations réalisées en quelques années, est-ce que vous conseillez systématiquement de faire la location meublée ou pas forcément? Est-ce que vous avez des critères un peu qui ressortent ou des grands principes en tout cas qui ressortent à ce sujet? Antoine, oui, clairement, il faut. Enfin, le meublé, il n'y a pas beaucoup de niches fiscales en France. Il y en a une qu'on ne peut pas utiliser en tant qu'expatrié, c'est l'achat et la revente de sa résidence principale sur laquelle il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. La deuxième niche fiscale, pardon, c'est vraiment le LMNP le LMNP au réel, qui commence maintenant à être connu. Et c'est une vraie niche fiscale sur laquelle, à mon sens, c'est compliqué de passer à côté. Mais encore une fois, en faisant les choses simplement, en meublant et en décorant correctement, sans faire des choses forcément très extravagantes, sans forcément aller sur du Airbnb. Euh, voilà. Donc oui, oui, ça reste un régime fiscal qui permet d'atteindre l'autofinancement assez facilement. Ça, effectivement, peut-être que je peux rebondir dessus et une discussion qu'on avait eue, William, récemment, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de nouveaux investisseurs qui, quand ils se mettent à meubler un bien, le meuble, en se projetant, habiter dedans, ce qui est très louable, parce que souvent, du coup, on essaie de faire les choses extrêmement bien, très soignées. La réalité, c'est que c'est pas forcément la personne qui va rentrer dans les lieux va vouloir peut-être apporter sa touche. Et sa touche, c'est pas forcément la vôtre. Donc finalement, avoir des choses plus simples, plus épurées, ça lui plaira davantage. Et d'autre part, forcément, il peut y avoir des dégradations. Donc avoir je dirais
des meubles simples et robustes sont plutôt à privilégier versus un suréquipement. Et puis en plus, ça joue sur votre rentabilité puisque c'est moins d'investissement au début. Donc ça, c'est toujours à prendre en compte. Je pense que toutes les sociétés, notamment Expatimo qui a l'habitude de faire du clé en main, c'est véritablement conseillé pour trouver le bon niveau, on va dire, de l'équipement à mettre en place et le type de meubles à mettre en place pour bien louer son bien, sans pour autant voilà, dépenser trop ou après avoir la déception d'avoir des dégradations par rapport aux équipements qu'on a pu mettre en place. Ouais, après on s'adapte, parfois on a des demandes particulières ou spéciales, mais c'est vrai que je te reprends l'exemple d'hier, pas plus tard qu'hier, on est en train de terminer la décoration d'un appartement et puis, il y avait un débat sur le sens du lit dans la pièce et moi j'ai conclu en disant: «Mais de toute façon le locataire le changera lui-même». C'est-à-dire que le lit il est très bien ici, c'est standard et puis s'il veut le mettre sous la fenêtre, il le mettra sous la fenêtre. C'est clair. Du coup, on a bien compris une personne, Nicolas, qui revient avec une question où vous êtes sur Paris, donc on ne peut pas avoir un autofinancement avec 20% d'apport. Mais du coup, si on veut avoir l'autofinancement, donc on est prêt à avoir un apport assez important, est-ce que tu as les ratios en tête ou dans les minutes qui viennent, vous pouvez un peu avoir une idée de l'apport qu'il faudrait amener pour ne pas avoir à débourser d'argent tous les mois? On peut vérifier ça rapidement, mais je pense qu'entre 40 et 50 du projet D'accord, total. d'accord. Ouais, j'ai Ouais, ça en ça me tête, je paraît sais pas si cohérent. mmh. Ok. Non, mais Du ça doit. projet total, hein. Attention parce qu'à Paris, les frais de notaire montent très, très vite. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Personne qui demande justement à propos du financement que la banque avec laquelle elle travaille lui annonce qu'elle ne peut pas intégrer dans le financement les achats des meubles pour les expatriés. Est-ce que c'est courant d'après votre expérience? Malheureusement, oui, c'est courant. C'est pour ça que nous, on prend un taux de 20 sur le projet total et pas uniquement sur l'appartement en termes d'apport, ce qui représente en fait un apport d'environ 30 du projet 30 de l'appartement. Parce qu'en effet, les meubles, les frais de notaire, nos honoraires sont rarement financés par les banques. Ouais, ok, En ok, fait, la banque, elle finance un capital durable. Et elle ne considère pas les meubles comme étant durables. C'est du consommable pour la banque. Donc c'est comme si elle vous faisait un prêt pour acheter une télé. C'est des prêts à la consommation qui sont très chers. Donc la banque, surtout à ces niveaux de taux qui sont relativement faibles, c'est-à-dire que la banque, on va dire qu'elle emprunte à 3, elle vous le revend à 3,5, donc elle prend une très faible marge. Elle emprunte à 3 auprès de la BCE et de la Banque de France. Donc elle veut investir pour sa marge de 0,5, elle va investir dans du capital solide, elle ne veut pas investir dans du consommable. d'accord. Alors intéressant, un point qui revient, là, une question en disant que les banques traditionnelles que je contactais ne prêtent pas aux non-résidents. Quelles sont les alternatives selon vous? Eh ben, on a fait un excellent séminaire il y a 15 jours sur ce sujet avec Marjorie, qui est une courtier de confiance recommandée par les membres. Et donc, donc il y a, la bonne nouvelle, c'est que, un, oui, les banques, il y a des banques qui prêtent et qui financent les expatriés qui investissent en France, numéro un. Numéro 2, ce n'est pas toutes les banques et ce n'est pas tous les expatriés. Donc, chaque banque va avoir un certain nombre de critères, notamment par rapport à des critères personnels que vous aurez, quel est votre taux d'endettement actuel, quel est votre statut en termes de contrat local, quel pays dans lequel vous travaillez également. Donc, les banques ont des critères. Et donc, les courtiers, l'avantage, vous pouvez contacter toutes les banques hein, de votre côté, mais l'avantage des courtiers, c'est qu'en 20 minutes, un courtier va d'abord vous soumettre un questionnaire, vous le complétez, et en discussion d'un quart d'heure, 20 minutes, va vous pouvoir vous confirmer ou non le type de financement que vous pourrez avoir avec le type de conditions, et donc pourra derrière vous monter un dossier pour emprunter. Voilà. Donc, Si j'ai. tu peux me permettre de compléter, parce qu'il existe d'autres alternatives, mais qui sont beaucoup plus, qui sont moins conventionnelles. C'est le prêt lombard qui peut se trouver à partir d'1 million d'euros en général. C'est-à-dire que vous déposez 1 million dans une banque, c'est souvent en Belgique ou au Luxembourg, qui sont placés et ils vous prêtent 1 million. Alors, ils ne vous prêtent pas 1 million, mais peut-être 800 000. Et ensuite, il y a le prêt hypothécaire sur des biens qui sont déjà remboursés. Si par exemple vous avez 2 millions de biens déjà remboursés à Paris, la banque va vous demander 300 000 à 400 000 euros sur ses comptes. Elle va estimer les 2 millions, elle va les rabaisser environ 1,2 million, elle vous prêtera 1,2 million. Donc d'un côté, vous avez 2 millions hypothéqués, plus la banque prend 300 000 à 400 000 euros que vous pouvez placer chez elle.
et elle va vous prêter 1,2 million. Donc, ça fait partie des alternatives qui existent, notamment pour les personnes qui parfois habitent en Afrique, même en Arabie Saoudite, c'est compliqué pour ce genre d'expatriés de se faire financer. Donc, il existe d'autres solutions alternatives, mais qui ne sont pas forcément accessibles facilement. On va dire, il faut quand même déjà avoir une bonne partie de son capital qui est déjà remboursé. C'est ça. C'est ça. Une autre question qui est intéressante dans les business cases que vous avez présentés, vous aviez pris quoi comme durée d'emprunt dans les exemples de projet? 20 ans à 3,8% Maintenant, avec 20% d'apport sur le projet total. Donc, D'accord, vraiment quelque chose de réaliste. d'accord, d'accord. Jérôme pose la question, quels sont vos frais généralement et honoraires pour les projets clés en main que vous proposez? Alors, donc, nous, on se rémunère uniquement sur la partie acheteuse, c'est important, on ne prend pas de rétrocommission ailleurs, à hauteur de 6% du prix du bien, avec un minimum de 8 000 € et un maximum de 24 000 €, à hauteur de 10% sur le montant des travaux, et ensuite c'est le mandat de gestion locative, et c'est une agence traditionnelle qui est faite en interne, un demi-mois de loyer à l'entrée du locataire et 7,2% des loyers TTC. D'accord. Donc assez, Merci. Merci pour la transparence. C'est plutôt standard, on va dire. Et ouais. Même on s'est fait auditer il y a pas longtemps par immocompare.org. On va bientôt être publié et on a été noté. En fait, on est même en dessous du marché sur la partie clé en main. J'ai réalisé ça quand ils ont terminé l'audit. Plutôt content. super, bravo. Bravo pour l'audit. C'est toujours intéressant de se faire auditer. Le feedback est toujours un cadeau. Bravo. Et effectivement, l'important, c'est assez intéressant. Enfin, effectivement, toujours les questions sur les frais. Et voilà, après, il y a aussi le service qu'il y a derrière et qui est important de mettre en balance par rapport aux frais. Et investir clé en main quand on habite à l'étranger, c'est vrai que c'est un véritable confort et indispensable, je dirais. Voilà, je crois qu'on a fait le tour un peu de l'ensemble des questions. Sauf si j'en ai Il y en a oublié. un qui demandait sur Reims et sur Toulouse. Oui, C'est deux villes où on ne peut pas faire d'autofinancement. En revanche, c'est deux très belles villes dans le sens où Reims, je connais un petit peu. Ça reste pas loin de Paris, donc on aura une bonne tension locative. On a 45 minutes de Paris. Toulouse a beaucoup de potentiel à mon sens, à mon avis, sur la dizaine d'années qui va arriver, notamment avec l'arrivée du train. Ça reste des villes qui est assez privilégiées. Donc c'est des bonnes villes, mais pas sur lesquelles on pourra faire du cash flow positif ou de l'autofinancement. très bien. Il y a d'autres villes qui sont. J'ai des amis sur Colmar et Grenoble. Colmar, on fait pas, c'est pas autofinançable. Si tu peux peut-être me laisser, c'est marrant, Rémi, on s'est vu il y a 2 semaines, on parlait d'Airbnb. Et donc là, il y a la loi qui a été votée pas plus tard que là cette semaine sur la nouvelle loi Airbnb. Colmar, c'était une très belle ville Airbnb. C'est une ville magnifique. Et c'est vrai que toute la stratégie Airbnb, nous, qu'on n'a jamais voulu pousser depuis qu'Expatimo existe, notamment sur le risque légal qui nous semblait beaucoup trop important par rapport à la rémunération. Encore une fois, je reviens un peu sur ce rapport risque-rendement. C'est que certes, avec Airbnb, à l'époque, on pouvait gagner 1 ou 2% de plus sur la rentabilité. Mais là, aujourd'hui, on n'aura pas la possibilité de faire du Airbnb enfin, en tout cas, les conditions d'Airbnb seront bien plus drastiques d'un point de vue fiscal, mais aussi légal. Donc, ça confirme un peu nos stratégies sur le domaine. Donc, voilà, ça me fait penser à Colmar parce qu'il y a beaucoup et c'est pas autofinançable. Euh, Grenoble, je connais mal, honnêtement, je n'ai pas forcément envie de commenter cette ville particulièrement. hmm, Hmm. on se connaît moins aussi, ouais. Là, j'allais conclure, mais je vois une remarque intéressante de Yann. Alors, je lis son commentaire parce que soit on s'est mal exprimé, soit avant. En gros, un projet autofinancé de nos jours depuis l'étranger nécessite 40 à 50% d'apport. Je ne pense pas ce qu'on a dit aujourd'hui. On dit que Paris, parce que le rendement est voilà. Ce qui limite énormément l'effet de levier. Avec ces conditions, est-il vraiment une bonne idée d'investir aujourd'hui plutôt que d'investir en bourse ou d'attendre que les taux redescendent? Alors, sur la partie taux, je t'encourage, Yann, à regarder le webinaire qu'on a fait il y a 15 jours avec Marjorie qui expliquait où en sont les taux et où ils pourraient être dans les mois qui viennent. Alors, personne n'est devin, personne ne sait où seront les taux dans 3 à 5 ans, mais là, quand même, par rapport, on est presque à la moitié de l'année et aux grandes tendances, on s'attend potentiellement à des taux qui vont un peu baisser, mais pas drastiquement. Je pense que William t'a bien expliqué pourquoi l'immobilier ne s'effondre pas, parce qu'aujourd'hui, les taux étant fixes en France, il n'y a pas d'effet de ciseaux. Et les gens qui sont propriétaires, les loyers augmentent de 3,5% actuellement tous les ans, donc tout va bien. 40 à 50% d'apport. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que sur des villes comme Mulhouse,
on est plutôt à 20% on est plutôt à 20% d'apport. Je ne me trompe pas, dans vos business case, c'est bien Oui, ça. c'est le cas. Pour être autant en Ouais. autofinancement, c'est ça. C'est Effectivement. 20% d'accord, voilà. Donc, en investissant à Mulhouse, voilà, ou à Roubaix, voilà, on peut être dans ces eaux-là. Et est-ce qu'il faut investir en bourse ou dans l'immobilier? Alors, il y a un très bon article dans Imoneo sur ce sujet, et des bons échanges dans la communauté. Et je crois que la conclusion, un peu, on va dire, que tout le monde s'accorde à avoir, bah, c'est qu'il faut faire les deux. Le levier pour l'immobilier et avec tout le cash que tu peux avoir et sur du très long terme, la bourse notamment dans des stratégies de DCA, bien évidemment. Donc voilà. Mais je dirais que moi, dans ma vie, j'ai croisé plus de personnes qui me disaient, ah, si j'avais su, j'aurais dû investir en immobilier, que de personnes qui ont regretté d'investir en immobilier. Et tout ça, c'est l'effet magique du financement et du crédit en France à taux fixe sur des durées longues, sachant que votre loyer augmente tous les ans. Ça, c'est un sujet qu'on ne voit pas souvent, mais aujourd'hui, les loyers augmentent de 3,5% par an. Donc, votre rendement augmente tous les ans de manière mécanique. Il y a une liquidité du marché, donc si à un moment donné, vous voulez revendre pour récupérer votre cash, bah, c'est très simple, vous le faites à n'importe quel moment. Et il y a un dernier point qu'on m'a rappelé lors de la dernière conférence, c'est que l'immobilier, c'est aussi une assurance d'essai et donc de protection de la famille. Il y a une assurance sur l'emprunt qui fait que bah, si vous arrive un malheur, bah, l'assurance prendra en charge euh, comment dire, bah, l'emprunt et donc protège la famille par rapport à ça. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Julien? Ouais, c'est une assurance aussi, comment dire, emmerdement pour la retraite dont on m'a parlé. C'est un client qui m'a fait réaliser ça. C'est qu'il achète des biens immobiliers pour différentes raisons financières, mais il n'en aurait pas forcément besoin. C'est aussi pour lui, ça sera son projet de retraite de gérer ses locataires une à 2 journées par semaine, et ça sera son petit projet pour s'assurer qu'il ne joue pas au bridge tous les jours. Je caricature, mais j'ai trouvé la remarque aussi assez pertinente sur le fait que ça permet de rester Elle est aussi connecté. passionnée, elle est passionnée. Mais de Ouais, manière voilà. plus froide, effectivement, leverager du crédit à taux fixe, qui est vraiment rare, hein. La France est C'est rare à ce unique au niveau-là. monde. Premièrement. Deuxièmement, avoir des environnements fiscaux où vous n'avez pas payé d'impôts pendant une dizaine d'années. Troisièmement, voir vos loyers qui augmentent tous les mois. Alors, ce n'est pas un investissement entièrement passif comme la bourse. Vous avez votre compte et vous tradez, vous rentrez, vous sortez. Ce n'est pas entièrement passif. Vous pouvez avoir des dégâts des eaux, vous pouvez avoir des locataires indélicats. Ça fait partie des risques. Voilà, en étant bien accompagné, ce sont des choses qui se passent plutôt normalement, je voudrais dire. Voilà. On arrive à la fin, on a déjà un peu dépassé. Je sais qu'il reste quelques questions, peut-être qu'on y répondra par écrit. Je voudrais Juste où est-ce vraiment. qu'on peut trouver nos offres? En fait, les offres, on chasse des biens de manière assez personnalisée. Donc, le mieux, c'est de remplir le formulaire pour trouver un chasseur. Rémi nous mettra en relation. Et ensuite, on discute de votre projet. On vous propose des offres qui correspondent vraiment à vos projets. Voilà. De toute façon, on n'a pas de stock. On est dans l'ancien, ça arrive. Enfin, on a vendu enfin même plus, 2 ou 3 appartements sur Marseille ces 5, 6 derniers jours, mais on n'a pas de stock en fait. Donc ça arrive, ça vient, il faut être assez réactif. Et donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête. C'est pas comme que le neuf, où vous avez 10 plaquettes, vous choisissez là où vous achetez. Là, il y a un flux continu. Donc le mieux, c'est de nous contacter. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci surtout à Antoine et à William qui ont préparé cette intervention et pour le partage de toute votre expertise. Et puis, bien, rendez-vous sur emoneos.fr si vous voulez faire une demande et rentrer en contact avec William et Antoine, ou tout simplement aller dans l'académie pour vous renseigner ou pour revoir ce replay qui va être dispo d'ici quelques jours. Voilà, excellente fin de journée ou fin de soirée. Merci Rémi, à Merci, à bientôt. Merci, bientôt. Rémi. Au revoir.